Ça tue quoi l'équipe? Petite imitation de Mathieu. Je joue le youtubeur énervé. Ah, c'est honteux là, Nicolas. C'est Mais t'inquiète, c'est pas grave. que j'ai vu la vidéo tout à l'heure. Ça me fait rire. Ça va ou quoi? Et du coup, il a imité la nana. Hein? Ah non, Il a c'est imi- juste. Mais je sais pas si t'as vu la vidéo de Joyka où il fait genre des. Enfin, ils font des ventriglisses dans le local. Ouais, ouais. À un moment donné, comment il s'appelle? L'Inca. Il l'imite. Il dit jeu d'acteur en français. Je joue l'arbitre énervé. Et J'ai je vu pense ça qu'il y a tout à moyen l'heure. qu'il imite la meuf TikTok que je t'avais montré. Bah oui, mais c'est sûr. Ah ouais, t'es loin toi. Tu es fatigué, hein. Et il y a donc. C'est ça, Nathan? Il y a donc l'UFC 267. Samedi. Comme je disais tout à l'heure, la carte elle est juste. Désolé. Ah, je sais, t'inquiète. BTP. Ouais, la carte de l'UFC 267 est absolument folle. En tout cas, la carte principale est folle. Et en plus, ça va être à une heure abordable, on va dire. Parce que c'est à Abu Dhabi. Et la carte principale va commencer à 20h. Ou 20h30. Non, 20h, je pense. Il me semble que c'est 20h, ouais. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, si on regarde la. Genre le. Même pas. Même toute la carte, pas que la main carte, genre toute la carte. Il y a des tueurs à gages de partout. Genre juste au visage, on voit que les mecs font peur. Vous allez voir sur les images après, il y a que des mecs terrifiants. Que des mecs de l'Est. Enfin, beaucoup de mecs de l'Est en tout cas. Et donc, la carte principale, elle commence avec Ankalaev contre Ozdemir, qui sont deux light heavyweight qui sont très proches d'être des contenders. Ozdemir l'était à un moment donné, mais il a perdu des combats au mauvais timing, on va dire. Et ouais, donc je pense que c'est Samoa à glace. Ouais. Bah, déjà, eux, ça en est, en vrai. Par exemple, vous voyez le mec à gauche, Ankalaev, terrifiant. Juste son visage est terrifiant. Ça se voit que si tu te bacules dans la rue, t'es pas bien, genre. Mais ouais, je pense que le vainqueur du coup a remonté vite dans les contenders en light heavyweight parce qu'en vrai il y a des combats qui peuvent être trop intéressants, surtout si Ankalaev gagne. Les combats avec Thierry Prohaska, avec Thiago Santos c'est un peu différent, mais ouais. Euh, Comment il s'appelle? Anthony Smith aussi. Euh, J'ai oublié son nom à l'autre. Rakic, voilà, ça lui je pensais. Rakic aussi. On les rémable comme des portes de prison. Alors, les expressions, c'est vraiment une expression d'un mec qui s'appelle fan de Renault. Mais ouais, je pense qu'il ouais, y a pas mal de combats intéressants en light heavyweight et je pense que Ankalaev peut faire partie de combats qui vont attirer l'œil de l'UFC. Donc ouais, s'il gagne, il va clairement monter vite dans les contenders très proches du titre, quoi. Et en plus, je pense que ce combat-là va être assez fou. Il va être sûrement très électrique, donc c'est stylé. Ensuite, il y a oh shit, il y a le retour de Khamzat Chimaev contre Li Jinglang. Khamzat qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, le combattant de l'année 2020. Enfin, il était élu combattant de l'année 2020 à l'UFC. Il a fait genre 3 combats, 3 victoires expéditives en dominant de fou. Et il a surtout enchaîné entre deux combats. Il n'y avait que 10 jours d'intervalle entre deux combats. Et il a quand même dominé. En vrai, le statut de combattant de l'année 2020 était débattable, mais le nombre de fans qu'il a pris sur Insta, tout ça, c'était trop aberrant pour qu'il ne soit pas élu. Et par contre, il a eu le Covid. Et je crois qu'il a été blessé avant ça même. Je me demande s'il n'a pas été blessé en vrai. C'est possible. En tout cas, il a eu le Covid et c'était assez sévère, on va dire. Parce qu'il a été hospitalisé pendant un bon moment. Il a voulu revenir à l'entraînement, tout ça, et apparemment, il n'arrivait même pas à bien respirer, à s'entraîner correctement. Donc, il a été hospitalisé de nouveau. Et pour au final revenir là maintenant, il devait combattre Leon Edwards de base, mais ça n'a pas été possible du coup, forcément. Leon Edwards qui est actuellement numéro 3 au classement welterweight. Hein. Ramzat a eu que 3 combats UFC pour l'instant. Donc le jump dans le classement a été monstrueux. Au final, il affronte, je crois que c'est le numéro 12 ou 11 Li Jinglang. Et je pense que c'est pas mal pour son retour parce que c'est quand même un combattant qui est abordable.
C'est un très bon combattant, hein. Attention. Il est vraiment dangereux, en plus il peut mettre KO vraiment en un éclair. Il a une vraie puissance de KO. Et je pense qu'il peut poser des vrais problèmes à Khamzat. Debout en tout cas, au sol je pense pas. Mais debout il peut être suffisamment dangereux pour poser des problèmes à Khamzat. S'il arrive à ne pas subir sa pression forcément, parce que Khamzat c'est un TGV, genre juste il avance tout droit et il te fait reculer. Donc c'est le gros problème à gérer je pense. Et je pense que ouais c'est comme. Enfin si Khamzat arrive à mettre la pression et utiliser sa lutte en plus, je ne le vois pas perdre ce combat. Enfin, hormis les problèmes, les potentiels problèmes physiques qu'il peut avoir à cause du Covid, à part on va dire ces interrogations là sur son physique, sinon je le vois pas perdre ce combat s'il fait pas de grosses erreurs, qu'on va dire. Et je pense que ouais, comme l'avait fait Neil Magny un petit peu, je pense qu'il peut fatiguer Li Jingliang. Et après, bon, Jingliang est vraiment très puissant, donc il peut mettre KO même dans le troisième round. Mais je pense qu'il va pouvoir le fatiguer assez rapidement. Parce que, en tout cas, avant Covid, Khamzat, il avait l'air d'être monstrueux en termes de cardio. Donc, il y a peu de gens qui vont réussir à le matcher, je pense, à ce niveau-là. Ensuite, il y a un combat chez les poids lourds entre Volkov et Tibura. Volkov qui sort d'une défaite contre Cyril Gann, qui est maintenant champion intérimaire. Et de l'autre côté, Tibura en est à 5 victoires d'affilée, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc, en vrai, les deux ont beaucoup sur la ligne, comme on dit, on the line. Ils ont beaucoup à jouer. Volkov, au final, il a pris un adversaire qui était plus bas dans les classements parce que je pense qu'il veut remonter plutôt tranquillement, même s'il lui reste pas tant de temps que ça. Il vieillit petit à petit quand même, Volkov, hein. Mais malgré sa défaite contre Cyril Gane, il avait montré trop de qualité absolument partout. Maintenant, il peut défendre la lutte vraiment comme il faut. Parce qu'en plus, il est lourd maintenant, il est très très lourd, il est très grand et très lourd. Et d'ailleurs, ça faisait partie du game plan de Cyril Gane de ne pas forcer pour l'amener au sol parce que ça lui ferait dépenser trop d'énergie. Et de l'autre côté, Tibura est juste dangereux un peu partout. Donc le combat peut être fou, parce que les deux ont beaucoup à jouer, quoi. Bon, je mettrais quand même Volkov, hein, si je devais parier. Je pense que. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu contre Cyril Gane. Cyril Gane n'a pas réussi à le mettre tant en danger que ça. Il a dominé le combat petit à petit, mais il n'a pas réussi à vraiment le mettre en danger ou il n'a jamais été proche de le finir, quoi. Donc ça montre la qualité de Volkov debout, parce que Cyril Gane debout, c'est le meilleur poids lourd actuellement. En termes de technique, je parle. Donc ouais, je mettrais quand même Volkov malgré tout. Ensuite, il y a. Je sais pas si vous voyez les visages des gens depuis tout à l'heure, mais il y a toujours des mecs qui font peur, hein. C'est incroyable. Là, si vous voyez le mec à droite, Islam Makhachev, c'est pareil, il fait peur. Il a un visage qui fait peur aussi. Pas même Danouker en vrai, hein, mais il a un visage un peu plus cool quand même. Ah, D'ailleurs, sympa le gars de gauche. ouais, en vrai, il est plus cool. D'ailleurs, en vrai, il est très drôle. Il y a des. Je sais pas si tu connais Israël Adesanya, mais ils sont du même, Si, si. club, du même gym en gros. Et ils ont même fait des podcasts. Je crois qu'il a un podcast d'Anouker. Ils ont fait des podcasts à deux et en vrai, c'est très marrant, c'est très drôle. Il est assez rigolo. Et même dans les vidéos qu'on voit de lui, il est quand même drôle. Mais sinon, ouais, j'avais fait une vidéo sur Islam Makhachev, sur son style. Enfin, j'avais analysé son style plutôt. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez comprendre un peu comment il gagne ses combats, comment il domine ses combats aussi, parce qu'il a qu'une seule défaite en carrière. Euh, et sinon, Dan Hooker lui avait pris ce combat-là en short notice de un mois, ou un petit peu moins peut-être, je sais plus. Je crois que c'était un mois. Et parce qu'il remplaçait tout simplement Rafael Dos Santos, qui s'est blessé, je ne sais plus où, mais il s'est blessé. Euh, et ouais, donc si vous voyez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais je pense que pour Dan Hooker, euh, il va falloir qu'il utilise beaucoup de mouvements, ce qu'il fait très bien de base, et qu'il profite du fait que ce soit un combat en 3 rounds, même si c'est pas réellement un avantage en soi. C'est pas forcément une bonne chose pour lui, mais il va falloir qu'il utilise le fait que ce soit que 3 rounds pour utiliser beaucoup de mouvements et surtout beaucoup de feintes. Parce qu'on sait que les mecs de City Kickboxing qui sont gym, au niveau des feintes, ça s'est vu avec Alex Volkanovski il y a très peu de temps contre Brian Ortega, ou avec Adesanya sur tous ses derniers combats. Au niveau des feintes, ils sont réglés, et les feintes, ça peut vraiment rendre un lutteur hésitant à lancer les takedowns. Donc s'il arrive à bien bouger, à ne pas être coincé contre la cage et à utiliser ses feintes, je pense qu'il peut vraiment devenir le. Bon, c'est sûr que c'est le plus gros test de Islam Makhachev jusque-là, c'est certain. Mais je pense qu'il peut vraiment causer des soucis à Islam Makhachev. Même si, quand même, malgré tout,
Je vois, je vois Islam Makhachev quand même gagner ce combat-là. Je pense qu'il est juste trop fort dans, dans, son, dans le cutting du ring et même dans sa pression en général. Par contre, il va falloir qu'il trouve le juste milieu, je pense, entre être patient debout pour faire croire qu'il va striker avec Dan Hooker et ne pas rester trop longtemps debout non plus avec Dan Hooker. Dan Hooker est très dangereux debout. Il a beaucoup d'armes debout, surtout il a presque toutes les armes possibles debout. Donc il va devoir trouver le juste milieu, ça va pas être facile je pense. Mais ouais, du coup au final je vois quand même Islam l'emporter. Pour passer au co-main event, qui est pareil, c'est un combat aussi que j'attends. Je pense que c'est le combat que j'attends le plus de toute la carte. Parce qu'en plus de ça, il n'était pas prévu de base. Le combat de base c'était Petroyan contre Aljamain Sterling pour la revanche. D'ailleurs, toi t'avais vu ce combat-là, OD Petroyan contre Aljamain Sterling, c'est le combat où il y avait eu un genou illégal à la tête. On l'a vu à deux. Ah. Clément aussi d'ailleurs. Ouais, sauf que Clément était pas avec nous. Ah, il était pas en vocal, mais il l'a vu aussi. Ouais. Ah, c'est bon, ouais, je me rappelle. Et de l'autre côté, il y a Cory Sandhagen. Et il y a peut-être des gens qui s'en souviennent, mais j'avais regardé le combat en live contre TJ Dillashaw. Je pense que la vidéo, ah non, la vidéo n'est pas sur YouTube du coup, parce que j'ai regardé, je crois. Mais ouais, j'en avais parlé en live aussi. Et bah, si vous voyez ce live, vous comprenez à quel point Cory Sandhagen est fort, parce que ce qu'il fait encaisser à TJ Dillashaw, c'est juste inhumain. Et de l'autre côté, Petroyan, vu ce qu'il faisait contre Aljamain Sterling jusqu'au moment où il fait ce coup de genou débile, on voyait qu'il prenait vraiment le dessus sur Aljamain Sterling. Et on voyait à quel point il était fort dans tous les domaines, parce qu'il ne se faisait pas emmener au sol par Aljamain Sterling. Et il avait même mis knockdown Aljamain Sterling dans, je crois, le deuxième round ou troisième round. Donc ça va être un combat assez fou. Je pense que Sandhagen, de par son mouvement constant, ses mouvements constants même, je pense qu'il peut être la personne qui va faire le plus de dégâts à Petroyan. Je sais pas si ça sera suffisant pour gagner le combat. Mais en tout cas, je le vois bien faire livrer une petite guerre à Petroyan, qui est très résistant de base, mais qui n'a pas encore vraiment affronté quelqu'un qui le met en difficulté réellement au point qu'il soit marqué sur son visage, quoi. Et pas ouais, là par contre si je devais parier là, je sais pas ce que je ferais parce que c'est très très dur à pronostiquer ce combat. Les deux sont des monstres en striking, donc c'est assez chaud. Petroyan va peut-être utiliser sa lutte parce qu'on sait qu'il a une grosse défense de lutte et on sait qu'il est au sol, il est très dominant. Mais bon, après Cory Sandhagen est quand même à progresser et très bon. Il n'y a que contre Aljamain Sterling où c'est vraiment piégé en lutte et au sol. Mais sinon, il est vraiment très très bon. Et ouais, en fait, ses mouvements jouent énormément. C'est justement pour ça que je dis que Dan Hooker va devoir beaucoup bouger. Parce que les mouvements jouent énormément dans la défense de lutte. Mais ouais, peut-être que en vrai, je vois peut-être quand même Cory Sandhagen l'emporter grâce à ça. Mais ouais, ce combat-là, j'ai trop envie de le voir parce que c'est trop dur de savoir qui a gagné. Et en plus de ça, si c'est Petroyan qui gagne, bah, il reprend son titre. Et du coup, on va avoir le droit à la revanche contre Aljamain Sterling après qu'il ait récupéré de son opération du cou. Et de l'autre côté, si c'est Cory Sandhagen qui gagne, c'est juste trop bien pour lui parce que il mérite tellement le titre. Et quand on voit sa réaction après la défaite contre TJDHO, il était vraiment abattu. Ça se voyait que ça lui tenait vraiment à cœur, donc je serais trop heureux pour lui, quoi. Et enfin, en main event, il y a Jan Blachowicz contre Glover Teixeira pour le titre Light Heavyweight, donc poids lourd léger, la catégorie dont je parlais tout à l'heure. Bon, là, clairement, c'est la dernière chance pour le titre pour Glover Teixeira qui a plus de 40 ans. Je sais pas quel âge il a exactement, mais il vieillit quand même pas mal, quoi. Il avait eu une chance pour le titre il y a quelques années contre John Jones, mais il avait perdu. Ensuite, il y a eu pas mal de hauts et de bas. Et depuis la défaite contre Corey Anderson, et ben, je crois qu'il a 5 victoires d'affilée ou 6 victoires d'affilée. Je crois que c'est 5 victoires d'affilée. Et de l'autre côté, il y a Jan Blachowicz qui va être sur sa deuxième défense de titre, après sa victoire contre Israel Adesanya, dans laquelle il a vraiment montré qu'il n'était pas juste puissant, parce que c'est le point majeur qu'on retenait de lui, c'était sa puissance, sa capacité à mettre KO en un coup. Et contre Israel Adesanya, il a montré qu'il avait un fight IQ déjà, et surtout qu'il était très très technique en plus d'être puissant, parce qu'il a réussi à faire vraiment douter, peut-être pas douter, mais il a mis en difficulté Adesanya, en tout cas techniquement debout, même avec ses kicks, et ça c'était quand même assez impressionnant. Et maintenant qu'on sait qu'il a la technicité qui est un peu, on va dire, couplée à la puissance,
il fait encore un peu plus peur debout. C'est pour ça que je le mettrais quand même devant face à Glover Teixeira, même si Glover Teixeira est totalement capable de me faire mentir. Surtout si le combat va au sol à un moment ou à un autre, parce qu'il a un des meilleurs jiu-jitsu brésiliens du, de la catégorie light heavyweight, c'est même de l'UFC entier, sûrement de l'UFC entier même. Et en plus de ça, sur les images qu'on voit de lui dans les images que donne l'UFC avec quand ils essayent les équipements, etc., il a l'air très très affûté. Et c'est beau à voir en vrai parce que il l'a pas toujours été. Donc il peut clairement me faire mentir. Mais je mettrais quand même Jan Blachowicz gagnant sur ce combat-là. Par quel moyen je ne sais pas. J'espère pas un KO parce que ce serait impossible pour Glover Teixeira. Ce serait bien que ce soit une guerre de 5 rounds, ce serait beau. Surtout pour conclure cette belle carte là. Mais ouais, je mettrais quand même Jan Blachowicz en N-Steel Champion. Voilà pour la petite preview. J'avais dit que j'allais faire un monologue, hein, j'avais prévenu. Une preview de l'UFC 267. D'ailleurs, vu que c'est à. Parce que je crois que ça commence à 16h l'après-midi, je crois que c'est à 20h le soir. Je sais pas si je vais pouvoir tout stream, mais je vais stream tout ce que je vais regarder en fait, hein, simplement. Si je regarde, je vais stream en même temps. Si vous voulez regarder, ce sera sur le Discord. Voilà. C'est quand vendredi soir? Samedi soir. Enfin, en fait, ça commence la. Là, j'ai parlé de la carte principale, elle commence à 20h, mais sinon à 16h ou 16h30, je sais plus 16h, je suppose, il y a la carte préliminaire qui commence. Et d'ailleurs, il y a. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Saint-Denis, qui est un Français qui fait ses débuts à l'UFC, qui est invaincu en plus, je crois, en MMA. Et il me semble qu'il fait ses débuts sur la carte préliminaire. Il doit être genre en 4ème combat de la carte préliminaire, un truc comme ça. Donc, ouais, je vais regarder ça aussi. Ouais, tranquille. Bref, bonne soirée tout le monde. À lundi, Inch'Allah. Et